Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Meetup Liferay. Donc le sujet du jour, c'est les nouveautés de la Liferay 2026 Q1, de la release Liferay 2026 Q1. Donc comme vous le savez ou pas, la release est sortie la semaine dernière avec son lot de nouveautés. Avec Fabien et Adrien, on va vous parler plus en détail de ces différentes nouveautés. Alors, au sommaire, un petit point sur les caractéristiques de la release, notamment l'aspect fritière dont Adrien va vous parler plus en détail. Euh, Après, on fera un focus sur les différents nouveaux périmètres fonctionnels, le nouveau SMS bien sûr, dont Fabien va vous parler, avec une petite démo, le fameux AI Hub, Content Marketing Platform, et après différentes features autour de la construction de sites, et puis des nouveautés aussi autour de tout ce qui est intégration avec des technologies externes. Du coup, je laisse la parole à Adrien sur Yes. les releases. Du coup, vu que c'est la première release de l'année, c'est une LTS. Donc, elle a un support étendu, comme chaque première version de l'année. Donc là, le premium support jusqu'en mars 2029 et en limited support jusqu'à mars 2031. Donc, c'est la version, si vous voulez vous mettre à jour et pas changer tout le temps, c'est la version qu'il faut prendre. Et la grosse nouveauté de ça, c'est donc le free tier. Le free tier, c'est on n'a plus maintenant deux versions séparées, la Community Edition et la version DXP. On a une version DXP avec une partie free tier qui va être gratuite. Donc on peut obtenir une clé d'activation gratuite et utiliser la version DXP de manière gratuite, ce qui va pouvoir simplifier. Le gros avantage, c'est de pouvoir simplifier lorsqu'on veut passer d'une version gratuite à une version payante en rajoutant par exemple du support. On n'a plus besoin de changer de version, changer d'installation. C'est la même version qui reste et on agrémente juste avec du support, des fonctionnalités payante. Donc, c'est vraiment les grosses fonctionnalités là-dessus. La clé, elle est valable 12 mois, mais on peut en redemander d'autres. C'est une clé par domaine. Euh, et donc, voilà, le gros bénéfice, c'est en fini le problème de j'ai la Community Edition. Si je veux passer en DXP, il faut que je change de version. Non, là, on pourra passer tout de suite Il faut en juste, gardant la même installation. faut juste changer la clé. Exactement. Ok. Donc du coup, là, on va faire un petit tour sur les différents nouveaux périmètres fonctionnels. On va commencer par le nouveau CMS dont Fabien va nous parler. Oui, donc il y a Liferay a introduit une nouvelle fonctionnalité de CMS. Il y avait déjà des fonctionnalités de CMS dans Liferay que vous avez utilisées, les Web Content Articles, les documents immédiats. Donc il y a une nouvelle implémentation de ces fonctionnalités-là qui coexistent avec l'existante, qui s'appuie cette fois sur Liferay Object. Et ça suit une tendance globale qui consiste à reconstruire Liferay avec Liferay. Donc, le framework pour la persistance des contenus dans ce CMS-là est le framework des objets. Euh, en termes de cas d'utilisation, on donne la possibilité de connecter ce CMS avec des sites Liveframe, mais on permet aussi de consommer les contenus depuis un système tiers. Je vous montrerai un petit exemple de ce que vous pouvez faire avec. Et un des changements importants, c'est pour l'expérience d'édition. L'édition d'un contenu dans ce nouveau CMS, ça ne passe plus par le, le contrôle panel, en quelque sorte, mais vous pouvez vous créer une page d'édition de contenu en utilisant l'éditeur de content page. Donc, ça veut dire qu'on peut véritablement ajuster la page d'édition de contenu
exactement comme on le souhaiterait, et puis ça s'appuie sur le form container. Donc c'est exactement comme quand on crée un formulaire d'édition d'Object Entry, mais on a la même expérience pour la gestion de contenu. Du coup, ce que je vais faire, je vais vous faire une petite démo de quelque chose que j'ai fait avec. Il faut que tu me donnes les droits de partage d'écran, s'il te plaît, Sébastien. Ok, alors, il faut que je trouve comment on fait ça. Euh, il y aura un spécialiste de Zoom dans la salle. Partage. Paramètres de partage, je pense qu'on est Là, tu n'as pas le bouton? Alors, attends, j'ai le bouton. L'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Euh, alors, Donc, le temps que ça arrive, ce que je vais vous montrer, c'est j'ai créé dans le CMS euh, une structure pour modéliser les fonctionnalités de l'iFrame, pour faire de la documentation en quelque sorte. Et ce que je me suis dit, c'est que j'ai un endroit où je centralise mes informations produits et je vais m'en servir pour générer des slides dans Google Slides à partir des informations que je gère euh, dans, dans mon CMS. Alors, on va regarder si j'ai le partage. Pas ouais, encore. j'ai pas trouvé. Je te laisse te battre avec Je Zoom cherche, le temps qu'on mais trouve. dans les options de partage d'écran, il n'y a rien pour c'est ailleurs, je pense. Euh, Donc, je regarde, est-ce que j'ai un statut de... Faut peut-être que tu me rendes hôte. Regarde plutôt de ce côté-là. Ce que tu fais, t'es le seul hôte actuellement. ouais, Tu t'as qu'à dire que je deviens hôte aussi. nommer côte, ouais, c'est bon. Voilà. Et là, je pense que ça va me... Voilà. Bien joué. Maintenant, je... Alors, je vais partager... euh, Voilà, je vais partager le lecteur multimédia. Vous voyez mon écran? Euh, Oui, Ouais, parfait. ouais, oui. Donc là, ça, c'est l'écran que vous voyez dans le nouveau CMS. Donc, il s'active avec un feature flag dans les instances settings. Donc là, à gauche, vous voyez, vous pouvez gérer vos structures. Là, ce que j'ai fait une structure qui modélise des produits dans l'iFrame. Donc là, vous allez voir, je clique dessus pour montrer ce que c'est le mode édition. Donc là, ce que vous voyez là, c'est une interface qui est complètement éditable. C'est une content page dans laquelle vous pouvez organiser les éléments comme vous le souhaitez. Euh, Tiens, juste pour en parler un petit peu, vous voyez, il y a un petit AI Creator et puis il y a aussi des fonctionnalités qui viendront par la suite pour faire de l'amélioration de contenu assisté par IA directement dans le CK Editor. Ça, on vous en parle un petit peu plus tard. Donc là, ici, j'ai édité ce contenu. Je raconte un petit peu les fonctionnalités de l'iFrame. Donc, en voilà une deuxième. Et là, l'idée, c'est que j'ai créé une intégration avec Google Slides. Donc là, ici, je suis en train de me connecter à mon CMS depuis Google Slides. Donc là, je fais de l'O 2 avec Liferay. J'obtiens un token et puis derrière, une fois le token obtenu, je peux faire des appels d'API depuis Google Slides. Et donc là, je vais aller chercher les contenus qui viennent du CMS. Ils apparaissent ici. Donc ça, c'est un petit développement que j'ai fait dans, dans Google Slides. Si vous êtes curieux, je me suis appuyé sur l'environnement qui s'appelle Apps Script. Et voilà, donc là, il fait l'appel, il va chercher les informations et puis il crée un slide. Voilà. C'est des informations qui viennent directement du CMS. Il y avait le texte, le titre, l'image, tout ça, je les avais paramétrés dans le CMS. Donc ça, c'était voilà pour vous donner une petite idée de ce que vous pouvez faire avec le CMS. Vous pouvez euh, partir du principe que vous allez consommer vos contenus non seulement dans l'iFrame, mais aussi dans des systèmes tiers. Je pouvais vous donner cet exemple-là. Après, ça peut vous donner des idées aussi. Ce que j'ai pensé faire, un de ces quatre, par exemple, dans un périmètre Live Commerce, je pourrais me servir de la même technique pour gérer un template de facture ou de devis dans Google Sheets, par exemple, et puis faire des appels aux API de LiveRay
peupler les placeholders. Donc voilà, c'est des petites idées que vous pourriez mettre en œuvre. Et, Yes. et on rend le truc interactif, hein, si vous voulez intervenir, Ouais, n'hésitez n'hésitez pas. pas. Ouais. Ouais, justement, Fabien, une petite question. Tu peux revenir dans le nouveau CMS, toutes les options de catégorisation, de catégories, des tags, Ouais. priorités, les dates de publication, de dépréciation, de tout ça, on les retrouve ou... Enfin, il Oui, me ça on semble avoir retrouve. vu à droite là Ouais, des petits icônes, mais c'est peut-être juste faire un rapide tour. ouais, c'est ça. Et puis tu as un dashboard par rapport justement à si tu mets une date de fin de validité à ton document, c'est un dashboard dans le CMS qui permet de voir quels sont les contenus qui sont arrivés à échéance qu'il faut refaire. Tu as aussi dans le dashboard une vue centralisée de toutes les tâches de workflow qui te sont affectées, qui sont liées à de la publication de contenu. Donc c'est une grosse, c'est une réimplémentation d'une nouvelle expérience autour de la publication de contenu Mhm. qui se veut plus naturel pour les utilisateurs qui sont impliqués. Et c'est surtout aussi décorréler, si je peux rajouter, décorréler vraiment la Mm. partie CMS pure de l'administration du site. C'est-à-dire qu'on a Voilà. une nouvelle interface qui est différente, qui va plutôt être spécifique pour gérer le contenu. Et ensuite, on va pouvoir lier ce contenu à des sites et publier le contenu. Donc, Mhm. vraiment, on veut créer une nouvelle interface pour potentiellement pour les métiers et qu'ils aient cette interface-là pour pouvoir gérer leur contenu. C'est aussi de cette façon-là une réimplémentation de la fonctionnalité Asset Library qu'il y avait Ouais. D'accord. déjà. Donc la library va aussi changer ou a aussi changé? Elle Ou, va à la vocation à être mise de côté parce que le CMS la remplace dans les D'accord, Euh, donc secteurs. est- Est-ce que le nouveau CMS est branché avec le Asset Publisher aussi ou rien à voir? Alors, tu peux avoir des collections tu as un collection provider pour tous tes contenus. Ouais. Mhm. Si tu as besoin de faire un petit peu de filtrage avancé, tu peux utiliser les blueprints. Euh, Attendez-vous à des nouveautés aussi du côté des blueprints. Parce que Hmm. là, le plan à long terme, d'avoir une expérience unifiée entre la définition de collection dynamique et puis la définition de blueprint. Parce qu'il y a un petit peu de chevauchement aujourd'hui. Le product management est en train d'étudier une refonte de ce côté-là. Et donc, ouais, comme tu vas avoir une collection sur tes assets qui viennent du nouveau CMS, tu peux les utiliser dans des collection display ou dans les assets publisher. Ok. Et juste pour info, par exemple, l'asset library est passé en maintenance mode Ouais. depuis cette version. Le mode maintenance, ça veut dire qu'on fait plus d'évolution fonctionnelle dessus, mais c'est toujours supporté. Yes. T'es en mute, Sébastien. Je te vois essayer de parler, mais Ouais, vas-y, Sébastien. Ouais, merci. C'est pour ça que je me disais, des fois, je dis deux, trois petits trucs et ça n'accroche pas, mais bon, c'est normal. Oui, l'ancien CMS et toute la partie web content est aussi en maintenance mode. Oui, ouais. Ça, on fait plus évoluer. c'est important de le savoir. Donc, Mm, il y aura plus de nouvelles features, uniquement du correctif sur cette mm. partie-là. est-ce qu'il y a Yes. un mécanisme de migration qui est prévu? Non, non, il n'y en a pas à ce stade. C'est- Chacun est libre d'exprimer toute sa créativité pour Mm. assurer la transition entre les deux CMS. J'avais posé Mais, cette question au webinaire justement Ouais. de présentation et Louis me disait par contre, alors ils savent il y aura sûrement un problème de migration puisque au long terme, bah forcément, il faudra que l'un soit supprimé. Et ils évoquent pour l'instant des processus de migration, mais c'est principalement de la documentation sur quel est le processus qu'il faudrait mettre en Mm. place pour migrer. Mais pour le moment, ça va sûrement être faut coller les API pour récupérer les contenus et les Ah. remettre au bon endroit. Ouais. Donc chacun devra développer un peu sa propre solution. Mais en tout cas, ils évoquent pour l'instant des guidelines là-dessus. Peut-être qu'on pourra se faire idée d'agent d'IA pour ça dans le futur. Hope so.
Quelle On transition, organisera quelle transition, Fabien. un, un meet-up spécial CMS Migration Ideation Party, quoi. Ouais. Oh, la transition, ouais. Ah oui, c'est pour ça. Quelle transition. En plus, on a vu sur ta petite démo la slide sur le AI Hub. Donc, on a je sais pas si vous avez suivi le webinar, mais oui, il y a eu donc l'annonce sur le AI Hub. Pour le moment, c'est une private beta. Donc, c'est assez restreint. Là, Sébastien a mis le lien. On pourra vous remettre le lien si vous voulez essayer de rejoindre. Mais c'est surtout pour pouvoir aller un cran plus loin dans l'intégration IA au sein de l'iFrame. Il y avait déjà des fonctionnalités pour l'aide au contenu. Aller un peu plus loin sur ce qu'on appelle le Writing Assistant, donc pour aider sur création de texte, raccourcis, vérification, utilisation d'un chatbot aussi pour avoir une vue plus conversationnelle plutôt que juste par des clics. Donc, ça va être amené à évoluer. On vous donnera des nouvelles un peu toute l'année, tout au long de l'année sur ça, mais ça va être aussi une des grosses fonctionnalités phares qui va arriver, qu'on annonce là maintenant et qui va continuer d'arriver sur le reste de l'année. Ouais. Donc j'ai commencé, il est en private bêta, donc ça veut dire que pour l'instant c'est juste testé en interne. J'ai fait quelques petits tests, je vais vous montrer un exemple de ce qu'on peut réaliser avec. Alors attendez voir, je prépare ça. Hop, il est où Zoom, il est là. Tac, dans multimédia. Bon, on est encore dans le CMS là. Euh, donc là j'ai recopié le synopsis de Breaking Bad. Dans une structure de série. Et puis, dans mon CMS, j'ai déjà construit des articles qui parlent des acteurs de la série. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que vous voyez, je submit workflow. Et donc là, vous voyez, il y a des noms d'acteurs. Donc là, on voilà un autre. Et donc, AI Hub, il s'intègre dans Caleo. Et ce qui va se passer là, c'est il y a un traitement qui a eu lieu qui a analysé le texte et qui a rajouté des liens dans, euh, dans le. Vous voyez, c'était du texte brut. Il a trouvé les noms d'acteurs et puis il a fait une recherche dans l'iFrame pour rajouter des liens vers les fiches. Donc là, je vous montre un petit peu à quoi ressemble le workflow. Donc il y a le start en haut, hop, il y a une première étape de chargement de contexte. Donc à cette étape-là, je fais un appel à l'API de, du, de la série là, pour aller charger le synopsis et le mettre dans le workflow contexte Caleo. Après, il y a un nœud LLM ici. Lui, le nœud LLM, ce qu'il fait, c'est qu'il va parcourir le texte pour trouver ce qui ressemble à des noms d'acteurs. Et pour tous les noms d'acteurs qu'il a trouvés, derrière, j'ai créé une workflow action qui va aller les remplacer dans le texte avant que voilà, le contenu soit approved et soit publié. Donc, euh, l'AI Hub, il s'intègre dans Caleo. Et puis, donc, il y a plusieurs façons du coup d'intégrer, de déclencher des tâches comme ça. Il y a soit de façon traditionnelle via le workflow comme on le fait ici. Mais on a aussi permis de déclencher ces workflows de façon interactive dans CK Editor. Vous verrez des petites démos de ça. Et puis également de le déclencher depuis du chatbot. Donc faut le voir comme ça. Vous voyez un petit peu comment c'est paraîtrait. Alors, vous voyez, l'IHM pour l'instant n'est pas très joli parce on a utilisé un Caleo brut de fonderie. Là, pour l'édition du prompt, on va améliorer l'IHM pour que on ne soit pas en train d'écrire notre prompt sur 5 cm², quoi. Donc c'est là qu'on en est. On va aussi euh, faire évoluer la partie MCP. Je vais te laisser reprendre la main sur les slides pour ce qui va venir par la suite. Donc, la partie MCP, vous savez qu'elle est actuellement en bêta.
elle n'est pas encore vraiment utilisable en prod, hein, parce que la partie MCP, là, aujourd'hui, c'est, ça fonctionne seulement avec de l'authentification en basic auth. Et donc ça, c'est pas assez robuste pour une utilisation en prod. C'est bien pour faire des tests à l'heure actuelle, mais donc la partie MCP va s'appuyer sur les scopes O2 par la suite pour bien périmétrer la portée des appels qui peuvent être faits. Et puis on va permettre aujourd'hui là le Layer Hub que vous avez vu, il est connecté en dur avec Gemini pour l'IA, mais on est en train d'ouvrir ça à des LLM plus variés. Donc, on s'appuie sur Longchain4j pour ça. Et bon, on va implémenter le protocole A2A pour faire pour faire du dispatch de travail entre plusieurs agents. Et puis, bah, il y a l'intégration avec le serveur MCP de Liferay qu'on est en train d'améliorer. Et puis, on va aussi permettre de s'intégrer avec des serveurs MCP tiers. Donc voilà, tout ça, c'est en train d'être mis au point. On fait nos premiers petits tests là. Et puis, on vous invitera également à faire des tests avec nous à partir de la version 2026 Q2. Ok. Du coup, troisième pan fonctionnel en fait qui est nouveau en fait dans cette release, c'est la partie Content Marketing Platform. Donc, c'est quoi le Content Marketing Platform, MCP, de son petit nom? C'est ni plus ni moins qu'une sorte de gestion de projet pour les équipes marketing. L'idée, c'est de pouvoir gérer des projets marketing type campagne avec différentes tâches et de planifier, faire des attributions de tâches et suivre la progression, etc. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est une gestion de projet pour les équipes marketing. C'est déjà utilisable en bêta. Vous allez sur l'URL qui est ici, qui est sur le marketplace, et un peu comme pour le, l'AIEB, vous allez pouvoir l'utiliser parce que c'est pas une bêta privée, là, c'est directement accessible à n'importe qui, il n'y a pas d'inscription spécifique. Et voilà, pour la partie, on va dire, actuellement disponible, il y a des choses qui vont venir sur la partie orchestration et prédiction. L'idée, c'est de brancher un peu de data là-dessus et de comprendre ce qui se passe et d'injecter aussi de l'IA, bien sûr pour collecter des métriques et voir qu'est-ce qui se passe en résultante en fait des actions qui ont été planifiées dans le CMP. Et c'est à partir de cette deuxième phase que ça va encore vraiment monter en puissance, parce que ça va permettre de- d'avoir des données actionnables derrière, etc., quoi. Donc maintenant, on va passer sur toute la partie petite feature liée à la construction de sites, sachant qu'il y a différentes choses un peu diverses et variées qui sont arrivées dans cette version-là. Notamment, il y a un point qui est quand même important et qui va faire plaisir à tout le monde, je pense, c'est un import-export qui marche bien, grosso modo. Alors, bon, c'est un peu rapide de dire ça comme ça. Disons que c'est surtout un import-export beaucoup plus robuste et avec une meilleure gestion des erreurs et avec des rapports d'exécution des imports et des exports. Parce que je pense que vous avez tous expérimenté le problème avec les LAR, par exemple. Il y a une erreur, on ne sait pas d'où vient vraiment l'erreur, le message d'erreur n'est pas forcément très explicite. Là, avec ce qui a été fait, vous avez plus ce genre de problème en fait. C'est devenu vraiment très robuste et ça supporte l'ensemble en fait du scope des entités Liferay, y compris tout ce qui va être pour les objets avec les définitions d'objets, les pick lists, etc. Et surtout, il y a un système qui fonctionne avec les notions de lazy référence, donc les fameuses ERC, External Reference Code, qui sont en fait les clés métiers pour les différentes entités. C'est ça qui va être utilisé pour faire le lien. Et du coup, en fonction de, même s'il n'y a pas l'ID interne correspondant dans l'archive qui est importé, c'est pas un problème. S'il y a l'objet qui est sur le serveur cible, il va réussir à refaire le lien via ces clés métiers, justement. Et oui, et comme déjà évoqué, il y a toute la partie reporting qui est vraiment importante et qui est surtout intéressante s'il y a des problèmes justement sur les données pour comprendre ce qui s'est bien importé ou pas bien importé, et pareil pour l'export. Donc, en définitive, ça, c'est pas forcément une nouvelle feature en soi, l'import-export, puisqu'on pouvait déjà faire de l'import-export avec Liferay.
mais il y avait un certain nombre de problèmes et de limitations qui faisaient qu'en pratique, ça pouvait être assez handicapant. Maintenant, on outrepasse justement toutes ces limites-là et on va pouvoir faire des imports-exports sereinement. Je sais pas, c'est quoi votre sentiment par rapport à ce renouveau de l'import-export? Bon, déjà, c'est bienvenu parce que c'est vrai que les LAR, c'est un peu galère à chaque fois. Après, juste, donc, on est d'accord que là, ça couvre également les éléments de contenu. Donc, si c'est du CMS, voilà, les CMS fichiers. Enfin, Mm. ok. De toute façon, il va falloir, ça va être intéressant de l'utiliser quand on aura fait sur nos projets clients des migrations vers 2026 Q1, d'utiliser sur des vraies données réelles pour voir justement ce que ça apporte et l'éprouver face Mhm. à des projets réels, quoi. Ouais. Et du Il me coup, en tout semble cas, que ça c'est utilise en background quand même les LAR, hein. Oui. Encore. C'est exactement le même principe, sauf qu'il est grandement amélioré. ouais, Et je crois que c'est là. les filtres d'export étaient aussi un peu embêtants, puisque on pouvait pas filtrer sur un certain nombre de contenus. On essayait de chanter en essayant de trouver les derniers contenus modifiés. Ouais, c'était que Euh, sur les dates, ouais, avant. Ouais, et du coup, là, ça a été grandement amélioré. Il y a les lazy références qui sont vraiment sympathiques et le fait aussi que on peut se dire que on peut finir un import sans avoir tout, mais surtout que si on a envie de les réimporter plus tard, eh ben, ça sera possible pour compléter l'import. On pourra les Ouais. faire en plusieurs fois. Donc ça, c'est aussi plutôt sympathique, justement avec les références code externes. D'ailleurs, si vous voulez plus de détails là-dessus, il y a des très bonnes presses qui ont été faites sur le sujet à la dernière DEF CON. Et toutes ces presses, en fait, les vidéos sont disponibles sur YouTube. Donc si vous cherchez la dernière DEF CON Liferay, la DEF CON 25 de Madrid, vous allez trouver des vidéos en fait sur justement tout ce qui est import-export. Donc, là, Yes. je laisse Adrien prendre le Ouais, relais pour nous parler de... du coup, c'est une des fonctionnalités, nouvelles fonctionnalités par exemple, sur les form components. On a la possibilité de pouvoir switcher pour un même composant, de switcher sur le design, qu'on va avoir dans notre site. Donc, pas besoin de prendre un nouveau composant ou de le redévelopper ou de changer le même composant, donc principalement à l'heure actuelle sur cette 2026 Q1 sur le multiselector. À la base, on avait un multiselect avec une liste, sauf que quand on a par exemple beaucoup d'éléments, ça peut être compliqué. Donc on a soit une checkbox, soit on va avoir une drop-down où on aura une partie searchable à l'intérieur quand on a vraiment beaucoup d'éléments. Donc c'est sûr, principalement c'est un élément pour le moment, mais vraiment on introduit le fait que on va avoir la possibilité de choisir le design en fonction de la quantité de données, par exemple. On peut choisir le design vraiment au dernier moment, au moment donné où on drag and drop cet élément dans notre page. On peut dire, bah, je veux switcher et je veux changer de design spécifiquement pour cette page-là, sans aucun développement supplémentaire. Donc, c'est vraiment la grosse nouveauté sur cette partie-là. Alors, il y a des évolutions là, qui ont été faites sur la fonctionnalité dataset. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est permettre à l'utilisateur d'enregistrer ses préférences sur un dataset. Et il va y avoir des évolutions qui vont arriver pour permettre une intégration plus facile du composant dataset avec les autres composants de la page. Ça arrivera prochainement. Donc là, il y a cette première évolution qui a été faite et il y en a d'autres qui vont arriver par la suite. On a maintenant une API qui permet d'exporter, importer, manipuler les content pages et aussi les master pages et display page template. Voilà, c'était un domaine fonctionnel qui n'était pas couvert par les API jusqu'à présent. Maintenant, il l'est.
Et alors, je vais vous montrer quelque chose. J'ai fait une petite expérience, maintenant que ça faisait un moment que j'attendais que ces API soient là. J'ai fait une expérience de création de pages via API. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Euh, alors, il est où? Il est là. Hop, je vous prépare la vidéo encore une fois. Tac, partager. Lecteur multimédia, c'est parti. Alors, je vais remettre au début. Donc là, vous voyez, je vous mets un petit peu le contexte. On va imaginer qu'on est en train de construire l'interface graphique pour, pour les employés d'une entreprise qui installe des machines dans des usines, par exemple. Donc, ils ont leur contrat de maintenance, ils ont de la gestion de tickets, etc. Et donc, il y a un modèle de données qui a été créé dans l'iFrame qui représente ces objets-là. Et l'idée que j'ai eue, c'est que je parle avec un agent et en parlant avec l'agent, je lui décris quelle page j'aimerais avoir. Donc là, vous allez voir ce que je suis en train de taper en bas. I'd like to review my industry contracts by contract number, create and end date, plus status. Then, je voudrais être en mesure de mettre à jour la date de fin et le statut. Donc là, qu'est-ce qui se passe? L'agent, il est en train d'interroger les API des objets. Donc il a trouvé une object definition appelée Industry Contract. Et il voudrait savoir si on veut créer une nouvelle page pour éditer ce- cet objet. Donc là, il est en train de créer une page et il a créé aussi un dataset en utilisant l'API de dataset. Et donc là, je vais juste faire pause, hein, vous voyez. À gauche, vous avez la page est constituée dans la partie gauche d'un dataset qui a été créé dynamiquement via l'API. Et puis à droite, il a créé dynamiquement le formulaire avec les champs que je voulais rendre éditables. Donc là, on a créé dynamiquement cette page. La vidéo est en réel. J'ai pas accéléré. Donc le modèle a été capable d'interroger les API de l'iFrame et de prendre ses décisions dans le temps de la vidéo que vous avez vue là. Voilà. Donc là, je suis en train de mettre à jour mes enregistrements. Et donc, là, ce que je voulais montrer plusieurs choses avec cette vidéo. C'était, voilà, d'une part que on a à présent des API qui permettent de créer des pages. Aussi montrer que c'est possible de créer des datasets via API. Et comme on peut créer des pages, bon, on peut créer des formulaires sur une page, par exemple. Et donc, je vois plusieurs cas d'utilisation à ça. Bon, bah, il y a de la création de pages de contenu, ça aurait été le cas le plus simple. Et là, je voulais montrer qu'on pouvait aussi créer dynamiquement des pages transactionnelles. Et, et potentiellement, je me dis que euh, pour nos interfaces métiers dans le futur, peut-être qu'on aura une approche un petit peu conversationnelle comme ça, dans laquelle on dira que voilà, on veut effectuer cette tâche-là et que l'agent conversationnel pourrait créer des pages interactives pour assister l'utilisateur avec lequel il discute. Donc c'est un exemple de ce genre de choses. Et je pense qu'il y a pas mal de choses à inventer en termes d'IHM, vraiment même sur le plan conceptuel, à partir des capacités qu'on a aujourd'hui. Voilà. Ah oui, puis je vais quand même vous donner quelques détails. Donc cette nouvelle API pour créer des pages, elle est quand même très orientée export-import à la base. Et ce que j'ai fait pour que ce soit efficace, je n'ai pas demandé à mon agent d'appeler directement l'API de création de page, mais je me suis créé une façade parce que le modèle est très compliqué et assez redondant. Donc, je me suis créé un modèle intermédiaire qui expose une API et qui est appelé par l'agent. Et derrière, j'ai créé un traitement qui construit le payload pour appeler l'API Liferay à partir du modèle simplifié.
La raison, c'est que pour vous donner des exemples, quand on construit de l'arbre de la page, avec par exemple, il y a une grille. Dans la grille, il y a un module. Dans le module, il y a un form container. Dans le form container, il y a un champ numéro un, numéro 2, etc. À chaque niveau, il faut affecter un externe référence code. C'est pas automatique, il faut en mettre un. Et puis, il faut aussi donner la référence du parent. Donc, ça fait que c'est un message assez gros à construire. Et là, il y avait de la valeur ajoutée à créer, à programmer en fait la création de ce modèle-là à partir d'une description plus simple. Voilà. Ouais, donc ça, on a fait la démo. Intégration, donc il y a des nouvelles intégrations qui arrivent avec cette version de l'iFrame, notamment une intégration avec HubSpot. Donc c'est la capture des leads. Donc dans HubSpot, bon, vu que c'est un CRM, il y a des leads, il y a des contacts, etc. Et bien toutes ces informations-là, en fait, peuvent en fait être répliquées dans l'iFrame. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des définitions de l'iFrame Object qui correspondent à ces différentes entités qui se trouvent dans HubSpot, avec les mêmes champs, etc. Et du coup, cette extension, cette client extension, va en fait faire une réplication des données de HubSpot vers l'iFrame. Et dans l'autre sens, ouais, exactement. Donc pour l'idée, sachant que aussi ouais, c'est réalisé uniquement avec toutes les fonctionnalités de low-code de l'iFrame, donc la partie object, etc. Donc est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui utilisent HubSpot? Bon, j'imagine que du coup ça veut dire non. Est-ce que certains d'entre vous, enfin plutôt certains clients potentiellement que vous avez, utilisent un CRM connecté à l'iFrame, même si c'est pas HubSpot? En d'autres termes, quel serait le connecteur qui vous ferait rêver entre l'iFrame et un CRM? Salesforce, évidemment. Ok. Salesforce aussi, ouais. Donc à l'unanimité de deux voix, le prochain connecteur doit être un connecteur Salesforce. Mais je pense qu'il y a déjà un connecteur Salesforce, il me semble, sur le Il me marketplace. semble qu'ils en ont parlé ouais, avant. Mais il faudrait que je regarde, mais il ne doit pas être forcément très complet. À voir. Ok. Mais C'est pas du le coup, vous seul connecteur qui existe aussi pour les proxy objects, je crois. Si, Ouais, si, c'est il y un en a proxy deux object. par Ouais. défaut. Ouais, il y a le Sugar. Salesforce et Sugar CRM. Voilà, c'est ça. Merci, je Mm. cherchais le deuxième. ouais, celui-là, il est un peu moins courant que Salesforce quand même. Ok. Ouais, sur la suite, sur les intégrations, si vous utilisez Blade, la CLI, en mettant à jour là sur la dernière version 8.0, vous verrez qu'en créant un workspace, maintenant, on a des dossiers qui sont là aussi pour Gemini, Claude, Cursor, et je pense sur la partie GitHub pour aider, voilà, GitHub et Windsurf, et pour aider sur la partie, pour donner au LLM un peu plus de contexte live. Donc, on a différents fichiers, on a trois, quatre fichiers qui viennent directement. Donc, un fichier pour donner un petit peu le contexte justement de Liferay, lui donner l'indication d'aller s'aider sur Liferay Learn, d'aller voir la version qui est utilisée dans la workspace pour voir pour donner un petit peu plus de contexte sur comment aider. Hein, si c'est une version inférieure à 7.4 ou supérieure à 7.4. Voilà, aider sur toute cette partie-là. Un autre fichier aussi spécifique, plus sur le setup, vraiment avec Blade, les différentes commandes. Et un dernier fichier qui s'appelle cx.md, spécifique pour les client extensions. Donc, pour aider sur le développement de client extension, vraiment un fichier où, par exemple, il y a le lien sur le GitHub d'un élément, donc, pour vraiment aider lorsqu'on va faire des requêtes, que ce soit Gemini, Claude, avec un contexte spécifique Liferay. Donc, c'est une base, je pense, qui a agrémenté, mais c'est une bonne base
pour avoir un développement spécifique Liferay aidé avec l'IA. Et ce que je constate, c'est que plus on construit de bons exemples de client extensions, plus les modèles ils sont capables de les imiter et Ouais. créer quelque chose. Alors justement, c'est peut-être l'occasion de faire un petit sondage informel parmi nos camarades de la communauté. Qu'est-ce que vous utilisez pour générer du code pour des développements custom Liferay? Vous utilisez plutôt du OpenAI, Claude, Gemini, rien du tout? Réponse valide aussi. Claude et Copilot. Claude et Copilot? Ah ouais, Copilot? Ouais, oui, ouais. Ouais. Du coup, ouais, c'est plutôt en aide contextuelle, Copilot, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Puisque moins on peut le compartimenter, éviter que ça fuite, et puis lui donner un peu à manger notre workspace pour qu'il comprenne un peu le contexte et s'adapter à ça, quoi. Tu l'utilises intégré dans VS Code? IntelliJ. D'accord, Et ok. VS Code aussi, ça dépend du sujet. Mm. Ok, Moi, c'est Gemini, mais c'est imposé par le client. ok. Bah, pour rejoindre Fabien, effectivement, tu as raison. Enfin, typiquement, c'est ce que j'utilise aussi, Gemini, et le fait de lui donner un fragment, par exemple, un header un peu complexe, en lui disant, bah voilà, voilà l'exemple, tu vas pouvoir te servir de ce header-là pour m'aider à fabriquer autre chose. Ça l'aide vraiment, ouais, de lui donner sur des client extensions, par exemple, une client extension back ou un object entry manager lui donner juste un exemple un peu vite, ça lui permet vraiment d'avoir une base qui va pouvoir très rapidement être fonctionnelle sur ce que lui va développer. Et puis, bah, si vous avez déjà utilisé les fonctionnalités de Semantic Search, on a une intégration supplémentaire pour les embeddings avec OpenAI. Euh, Bah, c'est une capacité qui est assez utile, le Semantic Search, parce que de plus en plus, on crée des agents qui vont aller interroger les informations qu'on a dans l'iFrame, et ça permet d'aller enrichir le contexte avec des contenus liés, par exemple, pour derrière faire du travail, créer de nouveaux contenus, ou alors, si vous pensez à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure de où j'ai enrichi un texte avec des informations venant de contenus liés. Ben, c'est facilité par, par la recherche sémantique. On a 2026 Q1, c'est la version dans laquelle CKeditor 5 passe en release. Alors, compte tout, tu l'as déjà utilisé en bêta juste avant. Donc là, ça y est, il est passé en release. Et c'est l'éditeur de texte par défaut pour le CMS Liferay, le nouveau, mais bon, à peu près pour tout. Et puis, bah, ce qui va être intéressant par la suite, c'est qu'on est en train de faire des intégrations avec AI Hub dans le Liferay CMS. Donc, ça veut dire que dans CK Editor, pardon. Donc, ça veut dire que vous tapez un texte, vous pouvez surligner une portion du texte et puis avoir un menu contextuel qui apparaît pour reformuler, corriger des fautes, raccourcir, rallonger, ou alors potentiellement faire d'autres traitements contextuels personnalisés que vous pourriez ajouter via des plugins CK Editor. Alors les plugins CK Editor, je suis en ce moment en train de faire des tests avec. Il y a, il y a, il y a plein de choses intéressantes à réaliser. Euh, Là, ce que je suis en train de tester, je vous montrerai ça une autre fois. C'est de l'appel d'API Liferay depuis CKEditor pour aller chercher d'autres contenus et les insérer dans le CKEditor, par exemple. Donc, les possibilités sont nombreuses et puis ben, si en plus on intègre du LLM dedans, on peut créer des expériences de contribution assez intéressantes. Et donc, du coup,
c'est le moment où on discute à bâton rompu. Du coup, de votre Bah, bah, côté, ouais. Bon, enfin, si je peux je pose une question. ouais, vas-y. Alors déjà, merci pour ces informations. Alors, j'ai pas vu le webinaire il y a quelques jours, j'ai pas pu y assister, mais j'ai vu passer dans des release notes quelque part que en 2026 Q1, les segments allaient être dépréciés ou en tout cas plus exploités et qu'il fallait basculer sur du Liferay Analytics. Oui, c'est Euh, vrai. Oui, Mm. et du coup, comment ça se passe pour les clients qui sont on-prem et qui n'ont pas Analytics ou qui veulent pas Analytics ou... Alors à ce stade, tu peux encore l'activer. Ouais, mais je crois qu'on peut pas créer de nouveaux segments, hein, ou j'ai mal si tu compris. peux Euh, créer de nouveaux segments à l'heure actuelle encore. D'accord? Ce qui va, une des fonctionnalités aussi, donc effectivement, ce Cloud Analytics, Fabien, tu me corrigeras, mais il y a aussi une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée qui s'appelle les Page Rules, qui permet aussi de pouvoir, euh, euh, en fonction de règles, un peu comme ce que le segment permettait de faire, de mm, pouvoir afficher ou non un composant dans une page avec ces Page Rules. Donc, on va avoir ouais. sur un nouveau fragment, on va avoir une nouvelle fonctionnalité add rule, où là, on va pouvoir lui dire sur ce fragment-là, je veux l'afficher en fonction de ça, avec des conditions, ça. Mhm. Mais du coup, ça sera disponible pour les segments aussi, si j'ai bien compris, pour l'instant en tout cas. Ces page rules là, que tu dis. Ces page rules, ça, c'est en fonction de, ça vient, en fait, Ah, les segments, ça permettait, en fonction d'un certain type d'utilisateur, de pouvoir créer un segment. Bah là, mhm. la rule, ça va être un peu l'équivalent d'un segment, dire, en fonction de mon utilisateur, s'il a le rôle, si, voilà, en fonction de l'utilisateur, s'il a tel ou tel rôle, si même s'il appartient à un segment aussi, on peut utiliser ça. D'accord. Et ça, c'est dans la Q1 ou ça vient dans Ça, les c'est dans page la rules? Q1. Dans la Q1, on a déjà les rules dans la Q1. D'accord. Et justement, par rapport à ces segments, donc, bah, on a des clients qui utilisent Liferay pour de l'intranet. Et du coup, c'est totalement segmenté. Et donc, ils n'auront pas accès à Analytics. Les segments, ils vont être exploitables jusqu'à quand ou il y a comment ça se passe? Ça risque de sauter dans la 2027. Oui, c'est- Mhm. Ok. Et pour la partie Analytics, pareil pour les clients qui sont on-prem, ils y ont accès, hein. Enfin, Oui, tu comment peux ça se passe? utiliser Live Analytics Cloud Oui. en étant en self-hosted, ouais. D'accord. Et pour activer l'Analytics Cloud, il faut. Moi, j'ai jamais fait, donc parce qu'on l'utilise tout le monde du Google, mais Bah, en c'est fait, quel tu obtiens une process? clé. Tu obtiens une clé d'API que tu dois mettre dans la conf. Et à partir de ce moment-là, ça commence à communiquer. Mais cette clé d'API, moi, enfin, on y accède comment? Enfin, comment c'est quoi le processus C'est complet? Est-ce que c'est inclus dans la licence standard ou c'est une licence supplémentaire? Oui, il y avait un. Attends, faut que je me mette à jour. Il y avait t'avais un tiers de base, effectivement, Live Analytics Cloud, dans la souscription standard. D'accord. Et je crois qu'il y avait des limites de volume. Et puis, donc, ouais, ça se passe par la console Analytics Cloud. Tu crées on te crée ton compte. Et puis, depuis cet endroit-là, tu vas pouvoir générer ta clé d'API pour l'intégrer dans ton Liferay. D'accord. Et pour avoir accès à- alors, Pour avoir accès à la console Analytics Cloud, tu contactes le compte exécutif sur le projet. d'accord. Ok. Mm. Ok. Parce que du coup, alors, ceux qui sont dans le web, voilà, enfin.
pour les sites web, tout ça, les trucs publics, ça, bon, je pense pas qu'il y aura trop de soucis. Après, Analytics, il récupère quand même, enfin le cloud, il récupère quand même des données personnelles, puisque si j'ai Tu bien compris. choisis la quantité d'informations que tu rentres. Il y a un mode anonyme et un mode nominatif. Ok. Après, c'est aussi en fonction du consentement de l'utilisateur final. Mhm. Ok, bon, bah, il faudra qu'on étudie un peu ça, parce que on utilise quand même pas mal les segments et les expériences Ou chez chez un pas mal client. de clients. Pardon? Chez un client. Non, non, chez plusieurs clients. Chez plusieurs clients. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, bah, ça nous embête un peu parce que bah, ça marchait bien. Ouais. Et, Ouais, il faudra qu'on regarde parce que tu peux paramétrer tes segments dans Analytics Cloud. ouais. Bon, on pourra faire un point sur ça ensemble si tu Ouais, il faut que je regarde exactement qui utilise parce que du veux. coup, Analytics Cloud, il va aussi récupérer tous les groupes et tout ça. Ouais. Oui. Ok. Ok, mais en tout cas, là, dans la 2026 Q1, pour l'instant, C'est c'est encore encore activable. exploitable. Oui, Mm. c'est juste indiqué que c'est déprécié, mais non, non, c'est encore activable. Tu peux Bah, encore créer des segments et des expériences. t'es sûr que tu peux les D'accord. créer parce que c'est marqué que c'est en read-only sur la page du. J'ai partagé le Ben, lien, c'est marqué Starting in MLTQ inversion, c'est comment module nanana, will transition to a read-only experience by default. Ah, c'est by Ah, default. by By default. default. by default. Mais La oui, phrase intéressante. j'ai dû activer puisque là, je viens de le tester Mm. je viens de le tester là sur la 2026 Q1 et j'ai pu créer. Donc, Ouais. je pense D'accord. que tu peux quand même encore, Dans le, Et quand c'est une feature flag, c'est ça? ouais, Ouais. dans ouais, le ouais, c'est chat, un feature flag. je vous ai partagé le lien vers la deprecation des segments. Est-ce que je peux retrouver rapidement le nom du feature flag? J'essaie de retrouver ça. Ils mettent pas ça dans dans la deprecation. Euh, Ah voilà, c'est ça. C'est dans le system settings et c'est ça. Hop, je vous le copie. Et en l'activant, on peut à nouveau utiliser des segments. Ok. Et une Ah, petite question, Adrien, tu parlais des ouais. patch rules, mais en fait, quand je regarde dans la doc là, j'ai l'impression que patch rules, c'est utilisable qu'avec des formulaires. C'est aussi utilisable. Euh, non, moi je l'ai pu l'utiliser sur un fragment. Euh, Sur un fragment que j'ai créé, j'ai la possibilité d'avoir un add rule et de pouvoir avoir des conditions Ok. sur un fragment que j'ai pu créer. Donc pas que sur un formulaire, sur un. Après, la condition est spécifique sur un user et après, tu as une spécifique. Si tu utilises un form fragment, je pense que tu as des options, des conditions supplémentaires sur un form fragment. Ok. Je regarderai. J'ai une question sur Security Sign. Là, il y a un moteur release. Est-ce qu'on a l'accès à des features premium de Security Sign? Oui. D'accord. Ok. C'est une bonne nouvelle. Oui. Pardon, j'ai pas entendu pendant la question, c'était? On a accès aux features premium de CK Editor Ah, 5. ok. Pardon, merci. Est-ce que Fabien, tu as déjà essayé de, de migrer des configurations CK Editor particulières qui Ah, proviennent de j'ai pas, CK f- Editor 4? j'ai pas fait de migration, mais j'ai écrit un Ok. module.
Parce qu'on en a vraiment pas mal à chaque fois sur des clients qui souhaitent des titres, des options supplémentaires, des widgets supplémentaires, et du coup, déjà sur la Ouais, je crois que tu 2025, vas devoir les réécrire, ouais, mais je sais pas s'il y a une grosse diff en ouais, c'est fait. chouette. Là, pour te dire ce que j'ai réussi à faire, j'ai réussi à faire un module, un plugin CK Editor, dans lequel ça ouvre des petites, par exemple, ça ouvre une modale en React qui utilise Clay UI, par exemple. Tu vois, à- j'arrive à faire des trucs assez sympas, je trouve. Ok. Donc ça permet tu vois, de créer quelque chose qui est bien intégré avec le reste du portail. Pour être part du principe qu'il faudra plutôt réécrire un petit peu. Ouais. Et alors, une technique que j'ai testée pour vous en dire plus, c'est euh, je j'ai j'ai fait un plugin CK Editor qui insère un custom element HTML dans le rich text. Et puis après, comme ça, de l'autre côté, j'ai créé une client extension front-end React qui permet de faire le render de ce truc-là. Ok. Ouais, il y a pas mal d'options très intéressantes, je trouve, avec ce qu'on a là. Tu m'avais pas dit aussi que sur le 5, il y avait une grosse évolution en termes de sécurité par rapport au 4. Je sais plus c'était sur quel Oui, sujet. indirectement. Ouais. Parce qu'avec le CKEditor 4, on pouvait pas implémenter de Content Security Policy Ah oui, SSP, oui. parce qu'il y avait trop d'inline qui étaient intégrés. Et avec CKEditor 5, ça s'y prête mieux. Et donc, tu peux activer de la Content Security Policy. Ouais, effectivement, ouais. Merci. J'ai une petite question sur la conservation du CK Editor 4, pour savoir jusqu'à quand ça va être une possibilité. Parce que là, du coup, par défaut, sur le nouveau CMS, c'est le 5, mais c'est par défaut. Ouais, Donc, le 4 est toujours utilisable. Et sur les autres, ailleurs dans le Liferay, on peut toujours utiliser du 4. Et ça, c'est le 4 qui est utilisé par défaut. Est-ce qu'il y a une date ou du moins une zone à peu près vers laquelle vous pensez que vous allez carrément supprimer le 4? c'est pas encore, mais moi, je partirais du principe que dans la version d'après, je serais pas surpris qu'il y soit plus. Donc, il y a, au-delà de ce que ça peut apporter comme avantage, pour pas être coincé et devoir le faire dans l'urgence, il faut mieux passer le plus rapidement possible au 5, quoi. Ouais, grosso modo, il y a l'année 2026 pour gérer la transition, quoi. Bah, pour ceux qui feront déjà une migration en 2026, quoi, ouais. Et du coup, ça veut dire que ceux qui vont pas aller vers la 2026 Q1, mais qui iront vers une 2027 Q1 ou 2028 Q1, ben eux, dans leur migration, il faudra directement qu'ils passent au 5, quoi. Ok. Là, sur le chat, on a une question d'Ashraf, mais qui est plutôt une demande de replay du début. Ouais. Je remets en arrière. Ouais. Du coup, ouais, on a un free tier maintenant. Donc, en gros, on n'aura plus de distinction entre la Community Edition et la version payante. C'est juste qu'on aura une clé. On pourra obtenir une clé d'activation gratuite pour la DXP et donc avoir une version free tier de la DXP. Donc, plus simple de pouvoir migrer ensuite, si besoin, d'une version gratuite à une version payante. Ça répond à ta question, Ashraf? Juste, ben, du coup, on reste toujours sur Q1.0 ou on peut installer les updates de Q1. Non, ce sera que sur la Q1.0. Enfin, ce sera que sur la première release, sur la première Première quarterly release. release. Ouais, Ouais, ok. Voilà. 26 Q1.0. Donc, si tu veux la version avec les correctifs, Attends, un il an, faut. quoi. Non, bah, faut voir le Non, partenariat t'as les parce que, Quaterly. parce Oui, tu as que les quarterly. Tu auras la 2026 Q2.0, 2026 Q3.0, mais tu n'auras Ah, pas les autres. toutes les listes Oui, tous QX0. les les quarterly quatre en zéro. releases. Mais D'accord. le problème, c'est Ok. qu'effectivement, tu as potentiellement les bugs du trimestre d'avant qui vont être corrigés, mais tu as des nouveaux bugs qui arrivent du coup pendant un autre trimestre. Ce qui fait qu'au final, non mais Exact. si tu veux un truc stable, en vrai, il faut à chaque fois aller vers une Q.X avec un X
Minimum pas. Donc du Ouais. coup, non, parce que surtout que les correctifs, ils arrivent vite, hein. Je pense que si ça se trouve, dans une semaine, là, on aura une 2026 Q1.1, quoi. Mm. Donc, en général, tu mets rarement en prod une point zéro. Donc, bon. Par rapport à ce sujet aussi, il y a justement sur la Q1.0, il y a un bug bloquant, enfin bloquant, on peut le contourner, hein, sur le fait que si votre configuration Elasticsearch est enregistrée en BDD, pas dans un fichier OSJL, ça ne démarre pas. Au cas où, si vous le rencontrez. Ok, merci. Donc, premier point. Et deuxième point qui peut être intéressant si vous travaillez sur des CE, parce que voilà, des Community Edition, il y avait une grosse question, notamment sur cette clé qui était tied enfin liée, excusez-moi, à un domaine, puisque Oui, vous Ouais. êtes potentiellement avec des domaines différents déjà par environnement, si vous avez une pré-production, une Eh oui. recette, ce genre de choses, et surtout une CE qui a un seul domaine, bon, ça existe, mais généralement, on a plusieurs sites. Alors, il y a Ben qui a justement répondu, je il a crois, au répondu, ouais. début de semaine, ouais. Mm. Il semblerait que ça soit lié à un des domaines qu'on a sur notre environnement, mais voilà, les autres domaines continueront à fonctionner et il n'y a pas besoin d'une clé par domaine en réalité. Il faut juste Ouais. que ça corresponde à l'activation à un des C'est ça. domaines qui est défini sur votre instance. Enfin, sur Ouais, donc l'une de vos c'est-à-dire, instances. si tu fais un intranet, par exemple, il faudra que tu fasses tu mettras un site bidon, juste pour que, Oui, tu peux faire ça, oui. voilà. Puisqu'il y aura des URL. Ça évitera de J- devoir gérer des URL et J'imagine des que installs. le Kalos n'est pas accepté pour les clés d'activation. Moi, tu peux mettre localhost Nisis, puis hop, tu le mets sur tous tes projets. Euh, Je dois vous abandonner, moi. À Mais bientôt, Julien. à bientôt. à bientôt. Ouais. Merci. Bonne Merci. journée. Bonne journée. Euh, Petite question en parlant justement de la version. Euh, Quand est-ce qu'on peut réalistiquement, non, je sais pas si c'est en français, ou à quel niveau de confiance est-on par rapport à utiliser cette Q1 en prod? Est-ce que, alors, on va pas prendre la zéro, hein, ça c'est, voilà. Mais à partir de quel moment est-ce qu'on peut se dire, OK, ben là, on a des clients qui veulent passer à la Q1 parce ils ont la politique de passer chaque année à la Q1 du moment. À quel moment est-ce que je peux leur dire, bah OK, à partir de, j'ai n'importe quoi, mi-avril, on peut prendre la version car elle sera suffisamment stable pour être exploitée. Alors, la migration va nous prendre un certain temps. Donc, elle va pas partir tout de suite en prod. Il y aura certainement des versions intermédiaires, mais à quel moment est-ce qu'on peut avoir la confiance nécessaire pour se dire on peut aller en prod? Alors moi j'ai testé, vous m'entendez? Ouais, Oui. je t'entends, Ouais. Eric. J'ai testé du coup lundi et mardi et mercredi. Donc au départ c'est pas passé, mais directement avec des données de prod, enfin pas de prod mais du client, une copie de prod. Donc on a pas mal de choses, on utilise pas mal les remote apps, tout ça, donc on n'a pas beaucoup de code. Donc le code je l'ai migré à peu près en une journée. Mhm. Et après au premier lancement ça a planté parce que j'avais un vieux document, un vieux fichier qui avait été importé par un importeur, a priori qui fait pas bien le boulot. Donc j'ai viré ce fichier et après j'ai recommencé et là c'est passé. Donc là Mhm. depuis hier, je suis en train de tester tous les écrans fonctionnent et je remarque un petit bug d'affichage quand on est par exemple en italien et qu'on n'a pas la traduction italienne sur des liens. Donc c'est vraiment rien, parce qu'il suffit du coup de le traduire en italien et hop, on voit la traduction italienne. Parce que par défaut, en fait, il prend normalement la traduction du site de la langue globale. Donc souvent, la langue globale, on prend l'américain. Donc normalement, c'est censé afficher en américain s'il ne trouve pas dans la langue. D'accord. Là, ça marche pas pour les liens. Et sinon, l'autre gros problème, c'est la propagation des templates. Donc je vais créer un ticket, mais j'en ai déjà parlé sur le blog, tout ça. Mhm. Euh, a priori, c'est désactivé selon
C'est-à-dire que il faut aller sur chacun des sites pour l'activer. Sauf que moi, j'ai testé, ça a l'air de quand même fonctionner. Donc, il faut que je vois à peu près la règle là, sur les templates de sites qui propagent sur un site, sur chacun des sites. Ah, c'est des propagations de templates de sites, Ouais, pas des modèles de page pas de ouais. maître de page. Pour les modèles D'accord. de page, je sais pas. On utilise D'accord. pas. Nous, on utilise des templates de sites et après, on a plein de sites qui dépendent du même modèle de site. Et donc là, ça plante. Et a priori, ça serait lié aux expériences. Il me dit, il y a un conflit entre les expériences de ma page et les expériences. Donc je sais pas parce que nous, on n'utilise pas les expériences et je l'ai pas activé. Et en regardant, en testant un peu, effectivement, si je supprime la page et que je la recrée, ça fonctionne. Mhm. Mais donc il y a un truc un peu. Donc je vais faire un ticket là-dessus. D'accord. Mais globalement, ça fonctionne assez bien. Mais bon, j'ai Au qu'une niveau du journée de thème, reco là. au niveau du Ouais, thème, le oui. thème, nous, on a notre propre thème, il marche nickel. On n'a D'accord. rien changé dans le thème. Ok. Ouais, les remotables, les fragments, les master pages, Et tu es parti ça d'un fonctionne bien. 2025 Q1 ou Ouais, je sais pas. 2025 Q1 vers 2026 Q1. D'accord. Ouais, moi, de mon côté, je suis en train de migrer certains de nos euh, cours qui sont sur learnlifefree.com, là, les, euh, les Workspace Clarity, vous avez peut-être déjà fait. Mhm. Et j'ai pas rencontré de gros soucis. J'ai eu un bug qui est en train de traiter, c'est sur les price entry dans le commerce. C'est le seul que j'ai vu de mon côté pour l'instant. D'accord. Ok. Donc on va peut-être pas prendre la zéro, mais si on se dit, bah, on attend, je sais pas moi, Ouais, la ça a l'air point plutôt bien 2, parti. la point 2, point 3, on devrait être Ouais. plus ou moins, ok. Après, voilà, c'est certainement d'autres. Ok. Et autre question, au niveau des ADT, c'est encore Ouais. supporté. Oui. Ok. Donc on n'a pas besoin de migrer nos 150 ADT. Pas pour Ouais, l'instant. et moi j'ai migré les Par contre. ADT, ça fonctionne. Ouais. J'ai Ok, testé ok, là. J'ai des modèles enfin j'ai des assets publishers, ok, ok. et tout ça, tout a fonctionné. J'ai une question sur le AI Hub, là. En fait, ce que je comprends, c'est hébergé à l'extérieur de l'EQP. Ouais, le plan, c'est qu'on fera tourner AI Hub sur nos infras. Vous connecterez votre Liferay à notre AI Hub et puis dans l'AI Hub, vous pourrez vous connecter au modèle de votre choix. Ça pourrait potentiellement être des modèles chez vous. Mais donc ouais, on est parti pour l'instant sur ce modèle-là dans lequel euh, pour bénéficier des fonctionnalités d'AI Hub, faudra nous taper nous. D'accord. Et derrière, on peut brancher AI Hub avec un modèle interne, Ouais, un modèle c'est ce qu'on est en hébergé train en d'ajuster, interne. ouais. Ouais, tout à fait, c'est le plan. D'accord. Mm. Du coup, parce que j'avais dans mes questions en réserve une question pour tout le monde pour savoir à quelle échéance vous prévoyez de migrer vers la 2026, enfin vos clients prévoient de migrer vers la 2026 Q1, mais je- tu as un élément de réponse avec Eric qui a déjà migré dès la sortie. Très rapide, Eric. Courageux surtout. Oui. Bon, Moi j'avais après, prévenu le client qu'il fallait le faire et j'avais prévenu un an avant. Je lui ai dit il faut attendre la Q1. Donc il l'avait mis dans son dashboard et il a voulu migrer une semaine avant qu'il sorte. Je dis bah non, c'est pas possible. Et donc dès ça, qu'il est sorti, du coup, comme c'était prévu, ben, j'ai regardé, je me suis dit je vais le télécharger, je vais regarder. Mais on hésite à le mettre, on va peut-être attendre la release d'après pour bien tester le truc, quoi. Mhm. Et nous, on est en cours de migration sur tous les clients, mais c'est plus la phase préparatoire, vérifier que les ouais. upgrade steps passent bien, que le code passe bien. On en profite parce que généralement, ils sont en 2024 Q1 pour la migration Jakarta et tout ça, quoi. Mais on passera, c'est ce qu'on fait généralement déjà par la DevCon, on attend plutôt
une point 5, point 6 avant de se lancer plus loin sur une pré-prod prod. Ouais. Juste pour revenir au CMS, la version actuelle, donc qui est enfin, la version traditionnelle, on va dire, j'ai bien compris qu'elle n'est plus maintenue. Elle est maintenue. Euh, Si, si, elle est maintenue. Ah, C'est elle est juste qu'il maintenue. n'y a pas de Ah, nouvelles mais elle est plus. features. Ah, Elle ok, ok. évolue pas. Elle est Ok, ok. en maintenance mode. Ça veut dire que justement, c'est que du correctif. D'accord, Tu peux toujours faire tes tickets support et tout va marcher, etc. Mais tu n'auras jamais une nouveauté. Et même quand c'est des trucs un peu transverses, je pense que ça n'en profite. Enfin, la d'accord. feature n'en profitera pas. Donc, du coup, tu. Donc, tout ce qui est nouveau, si on devait partir sur un nouveau site, il faudrait partir avec le nouveau CMS, on est d'accord? Tout à fait. Ouais. Ok. Par contre, les anciens sites, en tout cas pour l'instant, voilà. Maintenant, à quel moment est-ce que le site, la solution actuelle va être dépréciée ou est-ce Ça, on qu'il y n'a a pas des... encore décidé. D'accord. Je pense que On- ce serait pas mal que ce soit dans longtemps quand Ça même. risque de pas être tout de suite, hein, parce qu'il y a, il y a on a des clients qui ont beaucoup investi sur Oui. l'existant. Bien sûr, ouais, ouais, bah c'est ouais, Surtout clairement. les développements spécifiques qui sont basés là-dessus, parce qu'en général, tu as des interactions entre tes web content potentiellement et des éléments plus métiers, plus custom, etc. Mhm, Et donc, si demain, tu peux plus utiliser tout ce qui est partie web content, Mm. mhm. ça représente des efforts de migration non négligeables, quoi. Ouais, Donc, ouais, clairement. disons que ça doit être pris en compte très longtemps à l'avance, quoi. Mhm, mhm. Donc, de toute Ok. façon, même quand c'est un deprecated, c'est toujours utilisable. Donc, en fait, c'est bon. Bah Il oui, y a il faut différents activer, stades, il quoi. faut Mhm, réactiver, quoi, en fait. Mm. ouais, Le ouais. wiki, par exemple, le wiki est déprecated depuis un moment déjà, hein. Les forms aussi, Euh, je crois. Et les vieux, ouais. Non, les dynamiques du data list, c'est déprecated, pas de forme. Ouais. Oui. Mhm. Ouais. Et donc, ouais, il faudra attendre. On espère un outil qui migrera automatiquement ces éléments, au moins qui fasse une bonne passe du travail, hein, parce que finalement, on a souvent des sites qui sont liés soit à un asset library, soit à des contenus qui sont directement déposés sur le site. Donc rien n'empêche de directement créer un space qui représente les données du site ou de l'asset library et de relier toutes les informations nécessaires dedans, quoi. Recréer les structures dans une object definition, remettre les contenus dans les fichiers dans des files en CMS 2.0, parce que au point de vue du client, bah, c'est à peu près les mêmes fonctionnalités que l'asset library, et du coup, devoir investir et payer une migration parce que l'iFrame déciderait de le déprécier pour que lui ne gagne finalement en matière de fonctionnalité pas grand-chose. Il y a les invitations, effectivement, au space peuvent être sympathiques, mais je pense que ça va être très mal vu pour pas mal de clients, quoi, Mhm. si cette migration est forcée. Ouais. Et surtout si en plus, il n'y a pas d'outils pour aider à la faire. Tout à fait. Et que nous Double tous, peine. on Double développe peine. des choses dans notre coin pour essayer de la faire. Mais bon, je pense que ça fera partie des grosses discussions qu'il y aura d'ici quelques mois à Londres À Londres, oui. Oui, Vous avez pour le déjà vos DEFCON. Airbnb? pour la prochaine DEFCON. Bah, sans la date, ce serait un petit Ah, c'est peu, vrai, on avait le lieu, mais pas la date. voilà. Donc, bon. Alors, Disons effectivement, que c'était prévu. si tu te dis que c'est vers l'automne, donc tu peux te réserver un petit Airbnb pour tout l'automne à Londres. Mais bon, là, Ouais, justement, c'est parce que ça coûte très cher et il faudrait C'est la un peu date assez cher, oui. rapidement. C'est non, mais cher effectivement. l'Angleterre. Mais c'est vrai que c'est une bonne question d'avoir la date et puis le lieu exact parce que j'imagine que ce sera peut-être pas vraiment à Londres, Londres, que ce sera un peu plus en périphérie peut-être, je sais pas. Mais bon, bref. Question, Fabien, pour toi. Tu as évoqué avant des nouvelles API pour gérer les pages. Ouais. Est-ce que dans le pipe, vous avez d'autres API qui vont sortir? Je pense notamment à tout ce qui tourne autour du user. Alors, il y a déjà les API pour créer des Hum, users et choses comme ça. ouais. Mais d'autres API, par exemple, on avait un client sur lequel on active le 2FA, mais on ne veut pas montrer toute l'interface utilisateur où il peut changer son adresse, ses organisations, enfin, tu sais, le panneau, enfin, la portelette Oui. plutôt user, qu'il faut mettre si la personne veut scanner son QR code pour activer
l'OTP sur une application d'authentification. Donc, je me demandais si dans le pipe, vous avez prévu de mettre en place des API pour qu'on puisse gérer, par exemple, en l'occurrence, le 2FA, récupérer les Normalement, un QR 2FA. codes. Pas à ma connaissance, non, mais ouais, j'avais pas encore entendu le besoin, tiens. Ouais, je comprends. La Non, portlet, c'est pas dans les non. tuyaux, ça. Parce que la portlet standard user, il y a tout, quoi. Les Ouais. organisations, les sites, les adresses, les notifications. Enfin, il y a plein de Mm. Alors, trucs tu peux configurer pour faire disparaître certaines choses, hein. Oui, certaines choses tu configures, et puis les restes, ben, on a hooké, mais voilà, c'est pas Alors, le but. bah non, plutôt que de hooker, moi, ce que je te conseille de faire, c'est plutôt faire un extension type CSS. Et en fait, tu mets juste du display none. Bon, après, c'est pas. Ouais, mais ouais, ouais, on a fait aussi ça, mais il y a des trucs qui passaient pas forcément. Bah, du coup, c'est un peu, voilà. C'est une question si c'était dans le pipe, et sinon, dans quelle mesure est-ce que c'était quelque chose qui pouvait être. Ouais, c'est pas dans le pipe à l'heure actuelle, mais j'en Bah alors, discuterai. alors, du coup, Alexander, je t'invite à aller sur Discuss. discus.livefray.com. Ouais, Il y a une rubrique pour soumettre justement les, les demandes de nouvelles features. ouais, explique bien le besoin, parce que celui-là, je l'avais pas encore entendu. Mais effectivement, il y a. Je vais te retrouver C'est quoi, directement c'était le lien. discuss.lifree.com, c'est ça? Ouais, Ouais, c'est ça. C'est il le y a, nouveau forum. et il y a Ok. surtout là, voilà, il y a Product ID. Et donc, je te mets directement le lien, Product ID. Si tu veux des nouvelles features, c'est là qu'il faut demander. Il n'y a pas de garantie que ce soit accepté, mais au moins, c'est demandé. Comme tu vois, il y a déjà un paquet de trucs qui ont été demandés. Mais voilà. Après, c'est les product managers qui vont faire leur choix. Mhm. Et je pense que tu dois pouvoir voter. Donc après, si tu demandes quelque chose, au prochain meet-up, tu nous le dis, quoi. Et puis on fera du vote en live sur tes idées, hein, Du vote, ouais. pour, Je pour vais vous soudoyer faire du avec lobbying, du pour chocolat. soutenir. J'ai une question sur le MCP serveur. On a vu dès qu'on, en fait, MCP serveur expose que des API. Est-ce que un MCP serveur ou un autre qui expose les documentations de l'API Liferay, type genre Context 7 et tout, c'est envisageable ou pas? J'ai pas compris. Par exemple, Context 7, tu peux configurer un MCP Context 7 pour alimenter les documentations de dernière version de Java ou dernière version de React. Et du coup, ça aide l'agent, le général de code avec les dernières versions, hein. Du coup, côté Liferay, est-ce que ça existe un truc un peu équivalent pour permettre de générer le code Liferay dernière release, un truc comme ça, au lieu de générer le code qui ne fonctionne pas, quoi. Ah, ouais, oui. Ouais, ce que tu veux dire, c'est est-ce que tu as. Ouais, c'est plutôt avoir un. Est-ce qu'on a une indexation du code? Ça, on n'a pas encore fait. Non. Ça, je crois, alors, je crois que nous, en interne, on a un outil comme ça en interne, mais non, ouais, j'ai pas encore quelque chose à proposer de ce côté-là. Ok. Vous avez Très encore bien. des questions? Sinon, on a fait le tour. Peut-être euh, j'aurais une question pour vous sur les horaires et les jours pour les meet-up. On fait plutôt ça du coup le midi, le jeudi. Est-ce que ça reste idéal pour vous ou... Toujours bon, ouais. Ouais, ouais. Ok. Bon, d'un autre côté, ceux pour qui c'est pas idéal, potentiellement, ne sont pas là pour le dire, puisque nous sommes le midi un jeudi, donc Sondage intéressé. et
Mais, ok. Et est-ce que vous seriez aussi plutôt enclin, alors du coup, je pense que ouais, il y a beaucoup de gens qui sont pas sur la région parisienne pour qu'on refasse aussi de temps en temps des meet-up en physique. Ben oui, oui, pourquoi pas. Et du coup, pas dans les locaux de l'IFRE. Dans le code de Nice, là. Euh, alors ça, Oui. faut avoir avec Ludovic, mais c'est pas, je pense pas qu'il y ait beaucoup plus de place, mais bon. Vous êtes les bienvenus, ça dépend du nombre. Voilà, donc lui là, ce serait un truc avec numerus clausus, quoi. Mais oui, bien sûr. Ok, bon, du coup, c'est bon pour tout le monde, plus de questions. Je, Ouais, c'est bon. on vous libère, on vous rend à vos clients. Bon, Et bah ben, bon bon, après-midi. bon Eh ben, merci après-midi, bien, merci à au Merci. tous, À bon revoir, après-midi. bientôt. Merci. au À revoir, rendez-vous au bientôt. Super, prochain merci. meet-up. C'est quand le prochain meet-up? Il y a une date? Alors, il n'y a pas encore de date, mais D'accord. ça va tomber bientôt. Là, faut qu'on en discute. Mais ce D'accord. sera. Il y a un Ouais. sujet C'est quoi ou... le sujet? Alors, Le prochain sujet, c'est quoi? potentiellement, on va faire peut-être une série de meet-up autour de l'Argentique et avec, on imaginait une série avec trois meet-up avec trois approches différentes. Donc, un meet-up avec de l'Argentique, Argentique et Liferay avec Camunda, Argentique et Liferay avec HiHub et Argentique et Liferay avec N8N, par exemple. Donc, il y aurait trois chapitres. Ce serait une série de meet-up. Mhm. Ok. Alors, si il y a d'autres sujets qui vous plairaient davantage, parce qu'on pourrait aussi imaginer un meet-up dédié qu'au niveau CMS, par exemple. Bah, vu que le CMS, c'est voilà, l'agentique aussi, c'est un nouveau sujet, mais c'est vrai que le CMS, on va tous s'y coller. Donc, Après, après, je sais pas s'il y a assez suffisamment pour après nourrir un. disons que sur le nouveau CMS, c'est plutôt l'exploration, etc. Donc, ça pourrait être quelque chose de plus presque interactif, tout le monde participe. Il faudrait monter une instance live de Liferay, par exemple, et puis on fait tous des choses en live dessus, par exemple. Un truc un petit peu orienté travaux pratiques, quoi, par Mhm, exemple. mhm. Ouais. Ça pourrait être quelque chose comme ça. À voir. Mais dans ce cas-là, si on faisait un truc un peu comme ça, je pense qu'il faudrait plutôt faire ça, même si c'était à distance, il faudrait le faire plutôt en soirée pour qu'on soit pas limité par Mhm. le créneau du midi, peut-être. Ouais. Parce que nouveau CMS, ça, c'est un sujet qui vous Bah, accroche, non, enfin, c'est juste un sujet qui est nouveau, donc forcément. qui concerne tout le monde, Mais ça, c'est bon, sûr. après, est-ce qu'il y a des grosses différences par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire? Ouais. Euh, Un peu quand même, mais voilà. bon, après, c'est surtout que c'est assez facile à découvrir soi-même, quoi, on va dire. Ouais, voilà, je C'est pense que ça, pas. c'est moins. Ouais. Oui, on pourrait faire des choses, mais alors que sur l'argentique, potentiellement, on va pas forcément naturellement le proposer au client ou faire des choses avec Mhm. s'il n'y a pas quelque chose de un peu motivant et qu'on montre comment ce qu'on peut faire, quoi. Mhm. C'est surtout ça, en fait. Ouais. Ok, ben on attend les prochaines invitations avec Eh bien, plaisir. ça ne va pas tarder. Super. Ben, Allez, merci beaucoup. Bonne journée merci à à tous. tous. Merci, au Au revoir. Merci. revoir.